Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un update lecture des récents livres que j'ai lus. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et on la commence tout de suite. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est My Lady Jane de Cynthia Hanne, Brodie Ashton et Jodi Meadows, qui est donc le premier tome d'une trilogie dont je n'ai plus souvenir du nom, mais je crois que ça s'appelle The Janie's Chronicle, quelque chose comme ça, à confirmer parce que ça doit pas être ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir de cette trilogie, c'est que à chaque fois, en fait, ce sont des tomes compagnons qu'on peut lire dans l'ordre qu'on veut, et dans chaque tome, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Jane, et c'est ça le point commun en fait des trois tomes, c'est que toutes les héroïnes se nomment Jane. J'avais lu le tome 2 il y a peut-être 2-3 ans de ça, parce que je l'avais reçu dans une All Crate, donc c'est les box littéraires américaines, et j'avais beaucoup apprécié cette lecture, et du coup je m'étais dit à l'occasion, tu liras la suite. Donc ce qui nous amène maintenant, puisque j'ai lu ce premier tome que j'ai beaucoup apprécié. Ici on va donc suivre l'histoire de Lady Jane Grey, qui est une jeune noble anglaise qui a bel et bien existé puisqu'elle a régné sur le trône d'Angleterre pendant 9 jours avant d'être destituée par Elizabeth Eyre. Ajoutez à ce roman des éléments un peu de magie et vous obtiendrez une lecture hyper addictive. J'ai adoré ce bouquin, il y a beaucoup d'humour, j'ai pas mal ri durant ma lecture. Il y a des situations qui sont assez cocasses, mais c'est vraiment le genre de bouquin qui vous fait un peu du baume au cœur. C'est comme un feel good, sauf qu'il y a de la magie et un côté historique. Les personnages sont hyper attachants. J'ai adoré Lady Jane Grey, qui est une jeune femme au début qu'on pourrait qualifier de naïve, alors qu'en fait elle n'y est pas du tout. C'est juste une jeune femme qui s'est beaucoup cultivée à une époque où justement les femmes et la culture, bon, ça faisait pas bon ménage puisqu'elles pouvaient pas avoir accès à autant de choses que les hommes. C'est un personnage aussi qui sait ce qu'elle veut et qui fait respecter cette décision, et ça on le voit quand elle obtient finalement la couronne d'Angleterre, où vraiment là en fait c'est elle qui dirige le pays, et dans le bouquin en tout cas, je sais pas si dans la vraie vie elle a été comme ça, mais elle essaye de pas trop se laisser marcher dessus, donc c'était vraiment un personnage hyper intéressant à suivre. On suit en plus d'elle donc le roi Édouard, donc qui est le roi actuel sur le trône d'Angleterre, qui du coup dans la vraie vie avait une santé fragile, et dans le bouquin c'est assez fidèle, c'est vrai qu'il est malade. Donc on suit son personnage, on suit aussi, comme il est assez jeune, bah forcément le décalage entre les jeunes de son âge et lui, puisque forcément les responsabilités sont pas les mêmes. Et en plus de ce personnage, on va aussi suivre l'époux de Jane Grey, qui est touché par quelque chose d'assez particulier, et c'est en partie avec ce personnage qu'on a les éléments de magie dans le bouquin. Et franchement j'ai beaucoup aimé, que ce soit le côté historique qui m'a vraiment donné envie d'en découvrir plus sur l'histoire de Lady Jane Grey. D'ailleurs j'ai fait des recherches et j'ai vu que Philippa Gregory, qui est une grande autrice de romans historiques, avait sorti un livre sur son personnage. Donc attendez-vous à le retrouver dans un prochain book haul, parce qu'il va pas tarder à rejoindre ma pile à lire. J'ai aussi beaucoup aimé le côté magique qu'il y a dans ce bouquin. J'ai bien aimé l'univers que les auteurs ont su créer. C'était vraiment une bonne lecture que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu très vite. Je crois qu'en 2 jours même pas il a été terminé, tellement c'est quand même assez addictif. J'adore la plume des 3 auteurs, et je lirai avec plaisir du coup le dernier tome qui porte sur My Calamity Jane, parce que j'ai hâte aussi de voir un petit peu l'ambiance western que les auteurs vont recréer. Je continue avec la bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald, que j'ai inclus pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors ce livre, je l'ai vu pendant un petit moment partout sur les chaînes Booktube. Tout le monde l'avait lu, ou du moins tout le monde l'avait dans sa bibliothèque, petite nuance, et je m'étais toujours dit bah l'occasion tu l'achèteras, et il y a eu des éditions pour Noël, donc du coup j'ai craqué, hein, parce que quand j'ai vu l'objet livre, je me suis dit bon allez on va tenter. Et puis je crois que ça fait au moins peut-être 3 ans qu'il est dans ma palle et qu'il est toujours pas lu jusque maintenant du coup, puisque je vais vous en parler. Alors c'est un peu compliqué de vous résumer ce bouquin. En fait c'est l'histoire de Sarah, qui est une jeune suédoise qui sait pas trop où elle en est dans sa vie. La bibliothèque, enfin plutôt la librairie dans laquelle elle travaillait a fermé, et ça laisse un peu Sarah en plan. Elle sait pas trop ce qu'elle veut faire, elle sait pas trop
ce qui va lui tomber dessus. Et en fait, depuis un petit moment, on ne sait pas réellement depuis combien de temps ça se fait, mais elle échange avec une femme qui s'appelle Amy, qui vit aux États-Unis. Donc elles correspondent et dans leurs lettres, elles parlent surtout de livres puisque c'est la littérature qui les a réunies et qui a fait qu'en fait elles sont devenues super amies. Et à un moment, dans une des lettres qu'Amy va envoyer à Sarah, elle va lui proposer de venir aux États-Unis lui rendre visite et c'est ce que Sarah va décider de faire. Le problème, c'est que quand Sarah va arriver aux États-Unis, elle va découvrir que Amy vient de décéder et on va donc suivre son histoire. Voilà, je m'arrêterai là pour le résumé de peur de trop en dire. C'est un livre que j'ai dans l'ensemble bien aimé, même si clairement ce sera pas la lecture de l'année pour ma part. J'ai trouvé que c'était assez lent, mais en même temps je pense que c'est un peu ça le principe des feel good. Il n'y a pas d'action, c'est pas le bouquin qui va vous tenir en haleine, parce que personnellement ça n'a pas été mon cas. Bon après il y a peut-être des gens qui ont été tenus en haleine en lisant ce bouquin, hein, le prenez pas mal du tout. C'est juste que moi le gros reproche que j'aurais à faire au feel good, c'est qu'il n'y a pas énormément d'action. Et que même si ça se lit plutôt bien, hein, puisque la preuve je l'ai terminé, donc c'était que j'étais quand même emballée par l'histoire, je trouve que voilà, c'était peut-être un peu long par période. Il faut dire en même temps que la ville de Broken Wheel est un peu une ville morte, hein, puisqu'il y a quoi, juste un magasin on va dire un magasin de grosserie, et puis c'est tout quoi, il n'y a même pas une boulangerie je crois dans leur petit village, donc clairement une ville morte, donc tu m'étonnes qu'il s'y passe pas grand chose. En fait l'intérêt même du bouquin c'est l'arrivée de Sarah dans cette ville qui va un peu redynamiser justement le petit village de Broken Wheel et qui va redonner un petit peu de l'espoir aux habitants parce que en fait comme Broken Wheel est un peu une ville déserte qui a été complètement en fait décentralisée, enfin il n'y a plus rien, tous les petits commerces sont partis s'installer dans une autre ville un peu plus loin qui est beaucoup plus dynamique. Donc c'est vrai que le point fort du roman c'est vraiment le fait que Sarah elle va décider par l'intermédiaire d'Amy de redynamiser un petit peu cette ville et d'apporter d'une certaine manière de la chaleur à ce petit village et à ses habitants qui sont complètement en fait au bout du rouleau et qui n'ont pas des vies faciles. D'ailleurs en plus de Sarah on va suivre un peu la vie d'autres personnages et j'ai trouvé ça assez intéressant de découvrir un peu plus l'histoire de chaque personnage. Ça les rend beaucoup plus attachants qu'au début du roman par exemple, puisqu'au début ils font un peu figure de cliché. Il y en a une, c'est la directrice, donc elle est un peu collée-montée, coincée, c'est elle qui en gros dirige la petite ville, puis il y a les autres qui suivent un petit peu le mouvement. Et donc au fur et à mesure de l'histoire, on va dire que les clichés se décomposent d'une certaine manière et les personnages sont de plus en plus attachants. La petite romance, bon elle était mignonne mais si elle n'avait pas été là, honnêtement ça n'aurait pas changé je pense le cours de l'histoire. Le seul petit point négatif que j'aurais à faire c'est que quand les deux protagonistes mentionnent les livres par l'intermédiaire des lettres qu'elles échangent, des fois il y a des petits spoils. Genre, je pense notamment à Jane Eyre. Dans le bouquin, vous avez un spoil complet de la fin de Jane Eyre. Donc si vous avez envie de le lire, ne lisez pas la bibliothèque des cœurs cabossés en premier parce que vous allez être spoilé. Mais d'un côté aussi, le plus gros point fort de ce bouquin, c'est toute l'histoire autour des livres, comme quoi les livres ça rapproche et que ça peut redonner un peu du baume au cœur. Donc je pense vraiment que ce feel good durant la période de confinement ça peut être une bonne lecture sans prise de tête et dans l'ensemble voilà, je l'ai plutôt bien aimé. Est-ce que vous voyez à quel point j'ai galéré pour vous faire cet avis sur ce bouquin? Et pour terminer je vous parle d'une suite de saga avec Rebecca Keane, le tome 3 Potion macabre de Cassandra O'Donnell. Dans cette histoire, on va suivre Rebecca qui est une vicarie. Les vicaries ce sont des guerrières sorcières un petit peu. Et on va découvrir que Rebecca a dû fuir son clan pour quelque chose qu'elle a commis et qui est jugé en fait comme étant un acte de trahison. Donc son clan veut la buter. Elle, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de partir le plus loin possible et elle va donc atterrir dans le Vermont aux États-Unis puisque le Vermont est un état qui en fait réunit le plus de créatures surnaturelles. Donc elle pense que là-bas elle va un peu passer inaperçue, sauf que pas du tout. Elle va très vite être repérée par les différents chefs de clan qui donc dirigent les clans de créatures surnaturelles. Et du coup
ils vont proposer à Rebecca un travail et c'est comme ça qu'elle va devenir la Saïm. C'est une sorte de médiateur mais pour les créatures surnaturelles puisque c'est elle qui est censée un peu faire régner la paix dans les différents clans et s'il y a des, on va dire, meurtres dans les clans, elle peut intervenir. S'il y a des gens qui sont pas censés être sur le territoire du Vermont, bah, c'est elle qui doit les poursuivre et puis les zigouiller. Enfin voilà, en quoi du coup consiste le job de Rebecca et elle excelle en la matière et on va donc suivre en fait son histoire puisque grosso modo dans chaque tome on va la suivre qui va devoir intervenir dans un clan de créatures en particulier. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus à part que pourquoi j'ai attendu aussi longtemps entre ma lecture du tome 2 et celui-ci. Pourquoi? Honnêtement, j'avais oublié à quel point c'était hyper addictif comme bouquin. Comme c'est un tome 3, je peux pas trop vous en dire, mais j'ai encore une fois adoré. Les personnages sont hyper attachants, Rebecca elle a un humour de dingue. J'ai adoré le personnage de Leonora qui progressivement en fait va être comme je pense sa mère. J'ai adoré suivre du coup toute l'intrigue qu'il y a avec le clan des potionneuses, avec l'enquête, les meurtres. On en découvre un peu plus sur le passé de Rebecca et sur celui de Raphaël qui m'ont vraiment énormément plu, franchement j'étais trop contente. Le seul petit bémol c'est qu'il n'y avait pas beaucoup Bruce dans ce tome-ci et qu'il n'y avait pas non plus beaucoup Raphaël, donc j'étais trop deg parce que c'est deux personnages que j'aime beaucoup. Je vais pas trop vous en dire parce que c'est un tome 3 et que je voudrais pas vous spoiler, mais honnêtement si vous ne connaissez pas les Rebecca Keane, foncez. Si vous avez aimé je pense Charlie Davidson ou Mercy Thompson, il y a de fortes chances pour que vous vous accrochiez à Rebecca parce que c'est hyper addictif comme bouquin. Et la fin, alors tout le monde parlait de la fin comme quoi ça se finissait sur un gros cliffhanger. Moi j'ai pas forcément trouvé, ça me donne envie de lire la suite que je vais pas tarder à m'acheter, ça c'est sûr. Mais en termes de fin avec des gros cliffhangers, j'ai connu mieux, genre les chroniques de Mac. Voilà, je m'en remettrai jamais des 3 cliffhangers à chaque tome que l'auteur nous a fait. Mais en attendant je lirai quand même le tome 4 et croyez-moi je vais le lire assez rapidement ce tome 4, surtout parce que j'ai vu que le tome 7, qui est le dernier tome, sortait je crois en début de 2021, au mois de janvier. Et comme le titre c'est Acméléon du tome 7 et qu'on parle justement de son personnage dans le tome 3, ça m'a donné encore plus envie de passer la seconde avec cette saga et puis de rattraper un peu mon retard. Donc voilà, j'aurais pas trop de choses à vous dire à part que j'ai adoré cette lecture, que je vais m'empresser dans pas longtemps d'acheter le tome 4 et que je vous la conseille si vous ne connaissez pas Rebecca Keane parce que ça vaut clairement le détour. Et bien voilà concernant cette petite vidéo update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous êtes en train de lire ou à me faire part de vos avis si vous avez lu l'un des livres dont je vous ai parlé. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!